Salut les gens, bienvenue sur la chaîne All Passion et bienvenue dans le Sud. Dans ce quatrième tuto de la série l'impression 3D pour les débutants, on va parler de la préparation d'une pièce en vue de son export pour son impression 3D. Je te rappelle une nouvelle fois que si tu es intéressé sur le sujet, eh bien que cette série se compose de plusieurs épisodes que je t'invite à regarder dans l'ordre et que tu pourras retrouver dans la playlist impression 3D sur la chaîne. Alors dans l'épisode précédent, on a parlé de la première étape, l'orientation d'une pièce sur le plateau virtuel de ton slicer, et que cette première étape était plus ou moins liée avec la seconde, celle qu'on va approfondir cette fois-ci, la préparation. Et oui, parce que si tu t'es exercé seul, comme je te suggérais de le faire, au découpage dans ton slicer pour essayer de trouver le meilleur compromis de cette orientation, eh bien tu as sans doute remarqué que les slicers proposaient de faire automatiquement cette préparation en plaçant seul, par exemple, les supports pour obtenir l'impression parfaite. Alors on va revenir là-dessus et sur d'autres petites choses, parce que même si les slicers te proposent de réaliser seule cette opération de préparation automatiquement, ce n'est toujours qu'une proposition et tu as toujours la main pour modifier un certain nombre de choses. Par exemple, justement, choisir d'activer ou non la génération de ces supports lors du découpage pour une imprimante filament. Parce que maintenant, j'ose espérer que tu as bien compris la notion de porte-à-faux et sache que la machine est capable d'en imprimer beaucoup et que puisqu'on sait que la machine est capable de le faire, on peut tout simplement dire au slicer de ne pas générer de support à ces endroits-là. Mais je te montrerai un exemple. Parlons également de la structure d'une pièce en impression filament, c'est-à-dire de la densité d'une pièce selon l'usage que tu vas vouloir en faire. Donc de son niveau de remplissage pour qu'elle soit plus ou moins costaud. Si c'est une pièce sans besoin particulier de rigidité, sans besoin spécifique, eh bien tu vas pouvoir utiliser le pourcentage de remplissage proposé tout simplement dans le profil générique. Ou augmenter ce pourcentage si tu veux une pièce plus costaud, plus rigide, ou le diminuer si ce n'est qu'une pièce ornementale. Et retiens donc que qui dit plus de remplissage dit plus de matière à employer, donc plus de temps d'impression également. C'est logique. Parlons également de température. C'est quelque chose qu'on va inévitablement devoir paramétrer en fonction du type de filament que tu vas vouloir employer. Parce que selon le type de filament, et même selon le même type, selon les marques, ça peut jouer également un petit peu sur quelques degrés, mais selon le type de filament, eh bien on n'emploie pas la même température de buse pour la fonte de ce filament, et même une température de plateau différente pour le maintien de la pièce sur celui-ci. Par exemple, je te déconseille d'envisager l'impression de filament ABS sur une imprimante 3D qui n'est pas carénée, une imprimante ouverte, parce que l'ABS supporte très mal les variations de température. Il aime bien une enceinte close pour avoir une température ambiante relativement constante. Les filaments flexibles, comme le TPU, dont je t'ai déjà fait une vidéo sur la chaîne, eh bien s'impriment beaucoup plus lentement que le PLA ou l'ABS en raison de sa fluidité, avec une température de plateau très basse, voire carrément nulle. Et selon le type de filament, selon leur fluidité, on pourra aussi travailler à une vitesse plus ou moins rapide. Alors n'aie pas peur, parce que ce soit pour les températures ou les vitesses, tout ça est généralement bien paramétré dans les profils que tu as importés. Mais il convient tout de même d'aller y jeter un œil, ne serait-ce que pour éventuellement les affiner. Bref, si tu regardes cette série, c'est que tu es débutant et que pour l'instant le but est de te faire réaliser tes premières impressions ou de te donner envie de le faire et de ne pas non plus rentrer dans des détails pointus qui risquerait de te perdre. Ce que tu veux savoir pour l'instant, c'est comment on fait pour imprimer le plus rapidement possible et surtout le mieux possible pour obtenir un bon résultat. Donc pour l'instant, on va se contenter d'utiliser les profils génériques qu'on a installés comme je te l'ai montré dans le deuxième tuto de cette série, en vérifiant ces quelques petits paramètres en fonction de la pièce que tu veux imprimer. Maintenant, pour une impression résine, j'ai envie de te résumer la chose comme ça. On imprime toujours avec des supports. Je vois pas d'autre moyen de résumer la chose. Donc la préparation après une bonne orientation va être principalement de générer ou de faire générer avec le slicer les supports d'impression. De choisir éventuellement la grosseur de ces supports, fin, moyen ou gros. Et là encore, tu vas voir que moi je me sers très régulièrement d'une fonction automatique dans l'Itchy Slicer qui va très bien. Les seuls dangers avec l'impression résine, comme je t'en ai parlé dans le tuto précédent, c'est d'avoir lors des slices des couches avec des surfaces de contact tellement grosses qu'elles augmenteraient l'adhérence au fond du bac de résine et qui ferait que la résistance de décollement du fond du bac de résine serait supérieure au maintien de la pièce sur ces supports accrochés au plateau et donc qui finirait par maintenir ta pièce au fond du bac de résine, celle-ci se décrocherait de ces supports d'impression et tu foirerais l'impression de ta pièce. Donc n'aie pas peur non plus, hein. Là on parle de grosses pièces, de gros volumes, pas de l'impression de petites figurines. Mais si tu es confronté à devoir imprimer des pièces comme ceci avec des gros volumes, eh bien tu pourras par exemple incliner
affiner davantage la pièce pour minimiser les surfaces de contact, des fois ça suffit, ou bien faire des pièces creuses. En revanche, là aussi, il faudra éviter le phénomène de ventouse, parce que pour éviter ce phénomène de ventouse, il faut faire des évents. Mais là, on approfondit davantage le sujet, qui n'est pas non plus anodin, mais je t'invite à aller voir cette vidéo où je t'ai très bien expliqué le phénomène et surtout comment y remédier. Et d'ailleurs, rassure-toi, parce que même s'il s'agit d'une vidéo en utilisant des fonctions de la version pro de Litchi Slicer, tu pourras très bien remédier à ce problème en utilisant la version gratuite. Et maintenant, assez parlé, on va passer sur l'ordi avec plusieurs exemples en termes de préparation de pièces pour les deux types d'imprimantes. Et pour commencer, on va commencer par la préparation d'une pièce qu'on voudrait faire en filament PLA. Dans Orca Slicer, après avoir importé ou fait un glisser-déposer de ma pièce sur le plateau, première chose, je vais venir choisir tout d'abord la matière dans laquelle je souhaite imprimer cette pièce. Je peux choisir par exemple le profil en hyper PLA. En cliquant simplement à droite ici, je vais pouvoir aller voir les pré-réglages pour ce profil adapté à ma machine, mais également à la marque du filament. Ici, il s'agit de l'hyper PLA générique de Creality. L'hyper PLA par rapport au PLA classique est un filament avec des caractéristiques adaptées à un fonctionnement plus rapide. Il doit être certainement un peu plus fluide, que je peux donc employer avec ma Creality K1. En revanche, par rapport au profil générique, j'ai juste apporté une modification au niveau de la température du plateau en mettant 65 degrés au lieu de 60 pour les premières couches, pour favoriser l'accroche de la pièce sur le plateau. Les autres couches se feront normalement à 60 degrés. Au niveau de la température d'impression, de la température que doit avoir la buse pour ce filament, eh bien tu t'assures par exemple sur l'emballage du filament que tu auras acheté de ce que préconise le fabricant, et c'est ici que tu pourras le renseigner ou l'affiner au fil du temps selon les ajustements que tu souhaiterais faire. Et tu vois qu'en modifiant les choses, le logiciel passe en rouge automatiquement les paramètres que tu as modifiés. Ça te permet de voir rapidement tout ce que tu as éventuellement modifié. Et enfin, je peux tout simplement cliquer ici pour enregistrer une copie de profil de ce filament en le renommant par exemple, ou par défaut il mettra copie. Une fois fait, je peux tout simplement venir sélectionner ici la copie de ce filament que je viens de modifier en le sélectionnant. Je peux venir une nouvelle fois vérifier dans les paramètres de ce filament que ça m'a bien pris en compte la température que j'ai modifiée pour les couches initiales. Je viens ensuite vérifier ici que j'ai bien sélectionné une hauteur de couche de 0,2 mm pour une buse de 0,4 et ensuite dans le premier onglet qualité, je vais faire confiance à ce profil en ne touchant à rien et en passant directement à l'onglet solidité. Comme je te l'ai expliqué précédemment, je sais que ma pièce est une pièce de maintien simple, qu'elle ne va pas non plus devoir supporter une charge énorme et donc je peux simplement venir modifier éventuellement sa densité de remplissage ici. Je peux éventuellement passer sa densité à 20% au lieu de 15. Tu vas pouvoir regarder à chaque fois ce que ça donne en cliquant ici sur découper le plateau, en te déplaçant avec le curseur vertical de droite, remodifier si nécessaire l'intérieur jusqu'à atteindre ce que tu veux vraiment en redécoupant un plateau, en te redéplaçant et ainsi de suite. Rien de compliqué avec tout ça. Pour ma part, je vais mettre par exemple une densité de 20%. Une fois que je suis satisfait, je reviens enfin sur mon onglet de préparation. Tu pourras également venir ici modifier le profil de remplissage. Alors certains profils permettront une souplesse, un fonctionnement un peu plus rapide ou l'utilisation moindre de filaments. Bref, pour débuter, je t'invite pour l'instant à laisser le profil en gris. Tu auras le temps de te familiariser et de faire des essais en changeant le type de motif de remplissage. Comme je te l'ai dit, on n'est pas dans une formation d'expert en impression 3D. Déjà, j'en ai certainement pas le niveau et d'autre part, c'est surtout pour dédiaboliser la chose qui pouvait te faire un peu peur et te permettre d'utiliser facilement ou d'envisager de te lancer dans ce monde qui te semblait obscur et compliqué jusqu'ici. On ne va donc pas approfondir les autres paramètres, faire confiance au profil déjà renseigné pour les autres paramètres, y compris au niveau des vitesses, comme tu peux le voir, qui sont déjà renseignés, pour aller directement dans l'onglet support. Comme je te l'ai montré, et après analyse de ta pièce, tu seras juge de savoir s'il y a besoin de support en examinant tout le profil de ta pièce et en venant activer ici ou non les supports. Comme je te l'ai expliqué précédemment, eh bien si tu as un doute ou tu te dis eh bien je ne sais pas mais on dirait que ces trous peut-être ils auraient besoin de support, eh bien je vais te montrer quelque chose. Je vais activer les supports, lancer un découpage du plateau et effectivement en regardant eh bien le slicer m'a invité à placer des supports ici pour la réalisation de ces trous. Or moi je sais pertinemment que mon imprimante saura imprimer
le porte-à-faux pour ces trous, puisqu'il ne s'agit pas de quelque chose de très compliqué, qu'il y aura un débord petit à petit pour la réalisation de cette pièce. Et donc, même si j'active les supports, je peux dire au logiciel qu'à cet endroit-là, alors là il s'agit d'une pièce simple ou ailleurs, eh bien a priori il n'y a pas besoin de support, mais ça pourrait être une pièce un peu plus compliquée qui nécessiterait des supports ailleurs, mais j'aurais envie de dire au logiciel, par exemple pour ces trous, ici je ne veux pas que tu me réalises de support. Je vais donc pouvoir ici cliquer sur cet onglet ici, je peux ici grossir mon pinceau et venir ici colorier en maintenant le clic droit de ma souris et en lui disant qu'à ces endroits-là, en rouge, eh bien je ne veux pas de support, je ne veux pas que le logiciel me fasse des supports à ces endroits-là. Donc je les peins tout simplement en rouge et lorsque je vais lancer un découpage du plateau, eh bien tu vois que même si les supports sont activés, il ne m'a pas prévu de support sur ces deux trous horizontaux. J'ai tout simplement bloqué la génération de supports sur ces zones. On peut voir ici le temps d'impression et si je décoche les supports, normalement en lançant une découpe du plateau, je suis également sur le même temps d'impression puisqu'il n'a pas eu à réaliser de support ailleurs. Maintenant, voyons un autre exemple avec cette autre pièce, où là, je sais pertinemment qu'en ayant orienté cette pièce comme ceci, eh bien que pour la réalisation de ce surplomb, qui est vraiment en porte-à-faux, il va falloir l'élaboration de support ici, mais que par exemple, pour l'élaboration de ce trou, il n'y en a pas forcément l'utilité. Donc je peux, ici, venir bloquer les supports en peignant cette zone ici, en rouge, et en lui disant que ici, eh bien, je ne veux pas de support pour l'élaboration et l'impression de ce trou. Je peux lancer donc un découpage en activant les supports ici, lancer un découpage du plateau, et comme tu peux le voir, il m'a uniquement proposé des supports sur le surplomb en porte-à-faux, pas de support pour l'impression de ce trou horizontal. Contrairement au fait que, en cliquant ici, effacer tout, ça m'enlève les interdictions, les bloqueurs de support que j'ai réalisés précédemment, et bien si je lance un découpage du plateau, il m'a effectivement non seulement proposé des supports pour le surplomb réellement en porte-à-faux, mais également, comme dans l'exemple précédent, des supports pour la réalisation et l'impression de ce trou horizontal. J'ai donc la main et je peux donc interagir et faire ce qu'il me plaît en connaissant bien entendu les caractéristiques et les performances de mon imprimante. Dans le doute, tu pourras bien évidemment faire confiance au logiciel, mais tu utiliseras un petit peu de matière en plus pour l'élaboration de certains supports et crois-moi que certaines fois, eh bien, enlever les supports dans certaines zones, des fois c'est un peu compliqué. Bon là, il n'y aura rien de compliqué et pour ne pas m'embêter, je pourrais très bien laisser également les supports pour l'impression de cette pièce. Je reviens rapidement sur l'importance d'orienter correctement une pièce qu'on a développée dans l'épisode précédent parce que comme tu peux le voir pour cette pièce-là, 1h23 d'impression, alors que si j'avais décidé de l'incliner dans une autre position comme ceci par exemple, eh bien si je lançais un découpage, j'aurais eu également la possibilité de l'imprimer comme ceci avec des supports pour tous les porte-à-faux ici, mais tu vois que l'impression serait proche des 2 heures cette fois-ci. Il me semble avoir fait le tour des principaux paramètres à regarder si tu es débutant afin d'envisager d'imprimer ta première pièce avec une imprimante filament. On verra dans le prochain épisode comment exporter le fichier généré par le slicer vers ton imprimante pour enfin lancer la réalisation de ta pièce. Maintenant, passons à la préparation d'un modèle pour une impression résine. Comme je te le disais, la disposition est directement liée à la préparation, puisque je vais te montrer le phénomène de ventouse auquel tu peux être directement confronté et pour lequel tu vas voir qu'il existe des moyens de le minimiser, voire de le supprimer. Donc après avoir importé ou glissé-déposé une nouvelle fois un modèle sur le plateau de l'imprimante dont tu vas te servir, après avoir cherché la meilleure disposition en jonglant à la fois sur l'onglet préparation de sorte à pouvoir te servir du curseur puis revenir sur l'onglet disposition pour éventuellement repositionner ta pièce en rotation, et bien de regarder que tu as essayé de minimiser au maximum les îlots, c'est-à-dire les petites pièces isolées pour maximiser les liaisons directes sans discontinuité de ta pièce, même si des fois, comme tu peux le voir, on ne peut pas faire autrement, car ce qu'on veut privilégier avant tout, c'est l'esthétique en évitant d'avoir des traces de support sur les parties les plus visibles, comme par exemple le visage ou le torse ou les mains de cette figurine. Pour d'autres pièces, comme par exemple le socle de ce buste de cette figurine, eh bien tu vois que ici, positionner cette pièce parallèle au plateau n'est pas très judicieux, parce qu'il va y avoir à chaque couche une surface importante à devoir venir décoller du fond du bac de résine et qu'il aurait mieux peut-être valu sans doute l'incliner un peu pour minimiser ces surfaces. Comme ceci.
Mais tu vois quand même que même en ayant incliné cette pièce, les surfaces restent néanmoins importantes. Alors encore une fois, c'est un exemple pour t'expliquer le principe. Il ne s'agit pas non plus d'une grosse pièce et je pourrais très bien l'imprimer comme ceci, mais c'est pour que tu comprennes la réflexion à avoir. Et donc imprimer en plus une pièce comme ceci va consommer pas mal de résine pour ce bloc et la question est, est-ce que cette pièce a besoin d'être pleine ou puis-je la faire creuse? D'une, pour économiser de la résine, de deux, pour minimiser les surfaces de contact. La réponse est oui, je peux la faire creuse. Et je dois avoir cette réflexion avant même d'élaborer les supports pour ces pièces. Et rendre creuse une pièce consiste tout simplement à lui faire un évidage en se servant de la fonction ici à gauche. Avec la version gratuite de Litchi Slicer, tu vas bien entendu pouvoir faire un évidage en sélectionnant ici vide, en sélectionnant l'épaisseur de paroi que tu veux conserver, c'est-à-dire le pourtour de ta pièce que tu veux conserver. Donc, par exemple, si je veux conserver une paroi d'environ 3 mm, je coche sur oui. À la différence de la version Pro, c'est que cette fonction en évidage 2D va s'appliquer sur toutes les pièces du plateau, comme tu peux le voir sur la figurine ici à gauche. Alors pour remédier à cela, on peut tout simplement ajouter un bloqueur d'évidage ici en sélectionnant par exemple un cube et en disant qu'on va mettre un cube ici qu'on va pouvoir grossir énormément pour couvrir l'intégralité de la figurine, pour pouvoir le positionner sur l'ensemble par exemple ici de ce buste pour que l'évidage ne s'effectue pas sur cette partie de figurine. Et maintenant on va pouvoir voir que l'évidage s'est effectué uniquement sur le socle de la figurine et non pas sur le buste. Contrairement à la version Pro de Litchi Slicer, on va pouvoir effectuer un évidage uniquement sur la pièce sélectionnée en sélectionnant par exemple à nouveau une épaisseur de 3 mm pour cette pièce là, en lui disant qu'on ajoute un évidage 3D et comme tu peux le voir, cet évidage n'a été effectué que sur l'objet sélectionné. Je n'ai donc pas besoin de mettre un bloqueur particulier ici. Maintenant, comme je te le disais, même si cette pièce est désormais creuse, comme tu peux le voir, c'est une cavité qui est emprisonnée à l'intérieur de cette pièce. Et s'il y a bien une chose qu'il faut éviter en impression résine, c'est de laisser de la résine non durcie prisonnière à l'intérieur d'une cavité, car celle-ci finirait par creuser et endommager ta pièce dans le temps. De plus, comme je te l'ai expliqué, là, nous sommes vraiment confrontés à un phénomène de ventouse, parce que ton plateau est ici, et chaque fois que cette surface-là va devoir être décollée du fond du bac de résine, tu te rends bien compte que tout cet air emmagasiné ici va avoir un effet ventouse, et ce, sur toute la hauteur de cette base du socle, et donc exercer une force vraiment très importante pour pouvoir décoller uniquement cette partie de résine qui viendra d'être durcie. Et d'ailleurs, si tu ne veux pas t'embêter, Litchi Slicer est même équipé d'un détecteur de ventouse. Il suffit de sélectionner la pièce et puis de faire rechercher dans la sélection et automatiquement, il va t'afficher là où lui détecte ce fameux phénomène de ventouse. Et sans grande surprise, la ventouse est bien détectée au même endroit. Donc, pour éviter ce phénomène de ventouse qu'on aura inévitablement avec l'impression de cette surface ici concernant cette cavité, on va tout simplement positionner un évent de sorte à mettre à la même pression atmosphérique l'intérieur de cette cavité avec l'extérieur de la pièce. Pour rajouter un évent, je vais tout simplement ici sur évent, je vais sélectionner un cube plutôt qu'un cylindre. On va pouvoir envisager de modifier la taille de ce carré et je vais tout simplement positionner l'évent sous la surface de la pièce. Je vais ensuite pouvoir bien entendu le déplacer ou le grossir pour l'ajuster parfaitement à la cavité et éventuellement. Je vais pouvoir me servir du curseur et regarder par transparence que mon évent est bien positionné pour l'élaboration de ce socle. Et même si à la fin il reste une partie importante de pièces à décoller du fond du bac de résine, cela s'effectuera sur un nombre de couches limité, donc à moindre risque. On vient tout simplement de rendre creuse une pièce qui va nous permettre d'une d'économiser de la résine et de deux d'éliminer complètement le phénomène de ventouse et minimiser la résistance à l'arrachement qu'on pourrait avoir. On peut maintenant envisager de passer à l'élaboration des supports en cliquant ici.
Pour l'élaboration des supports, je commence tout d'abord par sélectionner la pièce sur laquelle je veux travailler et ensuite je viens sélectionner le type de support que je vais vouloir employer, soit fin, soit moyen, soit gros. Il faut savoir que plus ils seront gros, plus ils maintiendront ta pièce correctement au plateau, mais plus il y aura des traces sur tes pièces lorsque tu enlèveras ces supports. C'est pour cette raison que personnellement, je sélectionne toujours des supports fins que je viens transformer ensuite individuellement à certains endroits pour renforcer ce maintien. Il faut savoir que les supports qui seront générés auront une petite base pour leur accroche sur le plateau et que la liaison avec leur tige, eh bien on peut modifier cette base en augmentant le cône de liaison entre la tige et leur base. Moi personnellement, je mets toujours un petit cône d'1 millimètre pour renforcer l'accroche de la tige à leur base. Et ensuite, tout simplement, je viens cliquer sur automatique si ça ne l'est pas et ensuite générer les supports automatiquement. Et comme tu peux le voir, le logiciel m'a automatiquement généré tous les supports, que ce soit des supports de réalisation pour pouvoir bien entendu imprimer les petites parties isolées qui seront ensuite reliées au corps principal de la pièce, mais également des supports de maintien pour rigidifier l'ensemble pour que la pièce soit bien maintenue au fur et à mesure de son impression. Maintenant, comme tu peux le voir, même si ces supports ont été parfaitement générés par le logiciel, ne sont pas tous forcément liés entre eux, qu'ils forment souvent un couple et qu'il existe une nouvelle fonctionnalité dans leur structure en activant ici l'accroche sur la grille. Alors je supprime volontairement en sélectionnant et en cliquant sur la touche Sup de mon clavier les supports générés juste avant. L'accroche sur la grille est désormais sélectionnée et je vais relancer automatiquement la génération des supports. Comme tu peux le voir, désormais tous les supports sont reliés entre eux, offrant ainsi une meilleure stabilité de l'ensemble et une meilleure rigidité. Mais je me suis aperçu en contrepartie que pour des figurines de cette taille, ça ne posait aucun souci, mais que le retrait par la suite des supports sur des figurines de plus petite taille avec des parties plus fragiles, eh bien le fait qu'ils soient tous reliés entre eux est pas évident de les retirer sans forcer sur des petites parties qui pourraient se casser. C'est pour ça que je n'utilise ces structures en grille qu'à partir d'une certaine taille de figurine. Maintenant passons à la seconde pièce et tu vas voir que si je sélectionne une nouvelle fois les supports fins sans structure de grille et que je génère une nouvelle fois la génération des supports en automatique, eh bien j'ai le sentiment que ces petits supports ne seront pas assez costauds pour maintenir ma pièce au plateau parce que la résistance de décollement du fond du bac de résine ne serait que de la base de ce socle sera supérieure à la résistance de maintien de ces petits supports. C'est pour ça que je préfère, pour ne pas prendre de risques, et d'autant plus que la surface inférieure du socle ne sera pas du tout visible, et bien sélectionner les supports moyens et ensuite générer les supports automatiquement. Et si je ne veux encore pas prendre de risques supplémentaires, je peux encore modifier individuellement, comme je te le disais, les supports à quelques endroits, les sélectionner et dire qu'à cet endroit-là, ce n'est pas un fin, c'est un gros. Ici, de la même manière, ici aussi, et ici aussi. De la même manière sur l'autre figurine ici, eh bien je peux très bien sélectionner un support ici et dire qu'au lieu d'un support fin, je veux que cette fois-ci, ici, ce soit un support moyen. Et je peux effectuer cette opération à plusieurs endroits stratégiques et regarder un peu tout le tour de ma figurine de sorte à modifier certains supports pour ne pas prendre de risques et ne pas avoir de fail lors de mon impression. En impression résine, il vaut mieux tout regarder, il vaut mieux passer un peu plus de temps à l'inspection, à la préparation avant de lancer l'export pour ne pas avoir à regretter plus tard d'avoir négligé ou survolé cette étape. Et pour ma part, en termes de préparation, je ne fais généralement pas d'autre chose, une bonne orientation des pièces, une préparation en termes de choix des supports en fonction des pièces, d'élimination le plus possible de grosses surfaces et d'élimination des phénomènes de ventouse éventuels lorsqu'on fait par exemple des pièces creuses. Dans le prochain épisode, comme pour l'impression filament, on parlera de l'export avec la génération du fichier et le transfert vers ton imprimante pour lancer l'impression. Voilà pour ce qui était de la préparation de nos pièces sur les différents plateaux d'imprimante, qu'elles soient filaments ou résine. Encore une fois, il ne s'agissait pas de rentrer dans les très nombreux paramètres, comme tu l'as vu, qui sont disponibles dans les différents slicers, mais principalement de connaître et de commencer à maîtriser les principaux réglages qui vont faire en sorte que tu puisses réussir la majeure partie de tes impressions. J'espère une nouvelle fois que tu auras trouvé utile le contenu de ce 4e tuto de cette série, que tu pourras et que tu sauras en tirer
tirer profit et surtout peut-être que ça pourra t'aider à franchir le pas si tu souhaitais te lancer dans le monde de l'impression 3D. Parce que tu vois que pour l'instant c'est pas compliqué du tout et je suis persuadé que c'est largement à ta portée. Dans le prochain épisode, on verra comment préparer ton imprimante avant de lancer un print et puis surtout d'exporter le fichier qu'a généré le slicer vers ton imprimante. Alors comme d'habitude, je compte sur ton soutien avec un petit pouce et surtout un petit mot qui fait plaisir dans les commentaires, que tu peux toujours partager tout ça sur tes réseaux, que tu peux bien entendu t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait et surtout d'activer la petite cloche avec toutes les notifications si tu veux pas manquer la sortie de mes prochaines vidéos. N'hésite pas également à aller voir la description de la vidéo où je te partage de nombreux bons plans ainsi que des codes de réduction dont tu peux profiter. Je te rappelle que tu peux toujours aussi aller checker mes anciennes vidéos, tu pourras trouver ça utile, divertissant, enrichissant et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut les gens.